Bonjour à tous, bonjour à toutes, et puis merci d'être là de manière matinale à cette conférence Le phénomène Piketty adapté en bande dessinée. C'est l'une des 3 conférences de la revue dessinée et Topo. Topo a tenu sa conférence hier et il y en a une deuxième demain matin. Donc la revue dessinée qui a un trimestriel d'information en bande dessinée. Dont je suis la rédactrice en chef, et je m'excuse parce que j'ai la voix un peu cassée, mais c'est pas grave parce que c'est finalement Claire et Benjamin qui vont plus parler aujourd'hui. Claire Allais est journaliste éditrice maintenant chez Bayard, qui a été longtemps journaliste à Alter Echo et Red Chef adjoint d'Alter Echo. Et tu as travaillé pour la revue dessinée sur les tribunaux d'arbitrage pour expliquer ce que sont ces institutions complexes mais cruciales. Et donc tu t'attaques souvent au sujet d'économie, et là c'était un gros morceau. Benjamin Adam aussi s'attaque souvent au sujet d'économie et aussi dans la revue dessinée. Donc Benjamin Adam est auteur de bandes dessinées, de plein de bandes dessinées. Si on en retient 2, on peut parler de Joker en 2015 et puis Soon, une dystopie qui nous amène après 2100, qui a été publiée en 2019. Et Benjamin a travaillé sur des sujets aussi hyper fun pour la revue dessinée, les emprunts toxiques et les partenariats publics-privés. Donc tous les deux, vous avez fait vos armes sur des sujets d'économie pour des 30-35 pages de bande dessinée dans les pages de la revue. Et puis là, vous vous êtes attaqué à 1200 pages de théorie économique, d'histoire et de sociologie avec cet ouvrage Capital et idéologie de Thomas Piketty. Dont Claire, tu nous parleras mieux que moi, mais qui est un best-seller, enfin en tout cas le premier ouvrage, Le Capital au XXIe siècle, dont celui-ci est le prolongement, a été vendu à 2,5 millions d'exemplaires, mais en tout cas moi en parlant autour de moi, il se trouve que pas grand monde est allé au bout. Est-ce que vous, avant de vous attaquer à cet ouvrage, vous aviez avalé ces 1200 pages d'économie ? Bonjour à toutes et à tous. Écoute, ça a été l'occasion de terminer le livre. Je pense que, comme beaucoup de futurs lecteurs et lectrices de notre bande dessinée, beaucoup de personnes ont acheté le livre mais ne l'ont pas terminé, voire finalement n'ont pas osé l'ouvrir, voire même ont été intimidées devant le volume et le temps que ça nécessite pour le lire en entier et l'ont pas acheté. Donc la bande dessinée est là pour ça, justement. Et alors, comment tu as réagi quand on t'a proposé de relever ce défi-là ? Et la question vaut pour tous les deux. Quand on est venu vous voir en vous disant allez, un bouquin très universitaire, finalement, d'économie à traduire en bande dessinée, vous êtes dit facile, on y va. Ce qui est rigolo pour la petite histoire, c'est que le mail de Franck, à travers lequel il me faisait cette proposition, est arrivé dans mes courriers indésirables. Donc, si ça se trouve, j'aurais pu passer à côté de cette occasion merveilleuse. C'est assez vertigineux quand j'ai reçu cette proposition, mais j'ai pas hésité en réalité, parce que c'est vraiment un super défi que de se dire que c'est l'occasion de réfléchir d'un point de vue narratif comment on allait traduire ces 1200 pages d'essais d'économie et d'histoire en récit graphique. Et puis, il y a le fond, bien évidemment, et permettre une plus grande accessibilité à l'analyse des inégalités et aux propositions aussi pour un autre modèle que l'hypercapitalisme, ça me semblait très important. Et toi, Benjamin, qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui ? Alors moi déjà, bonjour à tous et à toutes. Quand c'est Sylvain qui m'en a parlé, il m'en a plutôt parlé comme d'un truc, ça ressemblait presque à un début de film de mafia, quoi. Il m'a envoyé un message en me disant on est sur un gros coup. Et non, moi la première question que je me suis posée, que je leur ai posée, c'est mais qui va bien pouvoir s'atteler à l'adaptation ? Parce que pour moi, dessiner et participer à l'adaptation de Capital et idéologie, ça pouvait être très excitant, mais il était
évidemment tout à fait hors de propos que je m'occupe de l'adaptation moi-même, puisque c'est pas mes compétences premières et que comme beaucoup de monde, effectivement, ce livre, je l'avais déjà lu, mais j'en étais resté un peu à distance. Donc c'était l'occasion aussi d'en lire plus, d'en lire plusieurs passages. Et puis de tenter, en tout cas, de m'atteler à ce défi de faire de la bande dessinée qui parle d'économie, qui parle de politique, et qui ne se limite pas au format revue, qui est très intéressant, mais qui a d'autres contraintes, quoi, qui souvent se limite à 30-35 pages, qui autorise une densité qui n'est pas du tout possible sur un format comme celui qu'on a là, de 150 pages. Donc c'est aussi voilà, quelque chose de nouveau, tout en étant dans la continuité. Le changement dans la continuité, quand même. Toi, à la base, tu as un petit penchant pour l'économie, ou c'est la revue dessinée qui t'a amené sur ce territoire en tant que dessinateur, tu te projetais à mettre, je ne sais pas, des produits financiers complexes en dessin? Non, ce serait un super rêve d'enfant, de rêver de faire de la bande dessinée d'économie, mais ce n'était pas le cas. Non, c'est vraiment les occasions qu'on fait ça. Alors l'ouvrage, j'ai oublié de préciser, n'est pas encore en librairie, il sortira à la mi-novembre, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer, mais on peut quand même vous montrer des planches et aussi le principe narratif de cet ouvrage qui en fait s'appuie sur une grande famille dont vous voyez ici l'arbre généalogique. Pourquoi, quel est le rôle, quel est le but de cette famille? Est-ce qu'elle existait dans l'ouvrage de Thomas Piketty et à quoi elle vous sert? Alors, dans le livre de Thomas Piketty, il n'y a pas de personnage. Il y a beaucoup d'idées formidables, beaucoup de chiffres, mais il n'y a pas de narration. C'est un essai. C'est un livre d'économie, mais c'est aussi un livre d'histoire. Et c'est d'ailleurs une des différences avec le livre précédent qu'il avait publié, qui s'appelle Le Capital au XXIe siècle, c'est qu'il y a vraiment une perspective historique. Et il commence à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'à nos jours à peu près. Et puis c'est aussi un livre à travers lequel il voyage dans le monde. C'est-à-dire c'est pas franco-centré, c'est même pas européano-centré. Ça s'intéresse aussi à l'histoire des États-Unis, de l'Inde, du Brésil, de la Chine, du Japon, etc. Donc en fait, ça c'était un peu à la fois cette perspective historique et ce champ géographique, c'était un peu un canevas d'une certaine manière, sur lequel on a eu l'idée d'inventer une famille. Alors pourquoi après un personnage qui s'appelle Jules et qui est né à la fin du 19e siècle, donc là on commence en 1901, parce que cette période de l'histoire, c'est le moment où la société française, en tout cas, est la plus inégalitaire, en fait, le début du XXe siècle. Donc, Jules, il représente, il est rentier, il représente ces figures de gagnants à cette époque-là, dans cette société hyper inégalitaire. Et puis à partir de là, on a tissé, remonté le temps à la fois jusqu'à l'Ancien Régime, donc son arrière-grand-père. Et puis on a ainsi construit 8 générations jusqu'à aujourd'hui, en fait, avec notre deuxième personnage principal qui est Léa, donc jeune femme contemporaine. Si je vais aller chercher Léa, elle est tout à la fin de l'ouvrage, parce que là, les générations défilent. Et pour toi, Benjamin, le fait de pas seulement faire une démonstration d'économie, mais de faire un récit, c'était quelque chose qui était indispensable? C'était indispensable pour tout le monde, hein, de ne pas faire qu'une démonstration d'économie. C'était de toute façon... pour pouvoir faire de l'économie en bande dessinée, mais comme d'autres sujets hein, de vulgarisation, il faut qu'il y ait un moteur de narration qui ne soit pas le sujet lui-même. Sinon,
c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on tient 10 pages, à la limite, mais au-delà de ça, c'est pas possible. En fait. Donc, cette famille, elle sert à porter ces idées-là et à dérouler tout ce fil historique, évidemment. Elle sert aussi parfois un peu de diversion, de distraction. Ouais, moi, je pense que c'est ce qui permet de rendre le propos intelligible et digeste, quoi. Et au-delà de ça, elle développe un intérêt en soi, puisque c'est par l'empathie envers les personnages qu'on reste pris dans un livre et qu'on reste curieux de savoir ce qui va se passer. Et puis l'idée d'avoir une histoire avec des personnages, c'était aussi qu'il y ait une incarnation et de montrer que ces inégalités dont on parle, ce ne sont pas des faits économiques, des notions et des mécanismes qui sont voués à rester isolés dans la tour d'ivoire des universitaires, mais que ce sont des faits qui sont vécus au fil des époques par des vrais gens dans la vraie vie. Et justement, ce propos dont vous parlez et cette histoire des inégalités, en quoi c'était nécessaire pour vous de raconter ? En quoi il est important cet ouvrage dans le paysage et puis en quoi est-il important de le lire aussi je pense que personne ne nous a attendu pour dire que ce qu'écrit Thomas Piketty est plutôt important et intéressant pour l'époque, quoi, de toute façon. Après, le fait que ce soit un ouvrage, pour le coup, très vendu, mais peut-être pas autant lu que vendu, participe de cet intérêt de l'adapter en bande dessinée, puisque c'est une nouvelle façon de diffuser son travail. C'est sans doute une passerelle aussi vers le livre pour une certaine partie des lecteurs, lectrices, même si c'est pas une fin en soi. Le but du jeu, c'est pas de terminer la bande dessinée et hop, de courir chez son libraire pour acheter la version originale pour chercher les différences, quoi. Mais je pense que ces idées ont un intérêt dans le contexte politique actuel, quoi, puisqu'elles vont remettre en question quand même tout un tas d'idées reçues assez largement, comme le fait que l'impôt soit injuste puisque on en paye moins quand on a plus d'argent. Enfin, le fait que... Là, c'est là que je me perds. C'est à ce moment-là que je me perds. Et là, c'est la journaliste économique à la rescousse. On voit, ça tombe bien, on est sur une slide où on voit le joli portrait de Margaret Thatcher. Ça fait un lien avec ce pourquoi ces idées sont vraiment importantes. Avant d'être pleinement dans cet univers merveilleux du livre, à la fois comme autrice et comme éditrice, donc j'ai été longtemps journaliste économique au magazine Alternatives économiques, qui avait été créé dans les années 80 en réaction au discours de Margaret Thatcher qui disait « There is no alternative », soit sous-entendu au libéralisme. Et Denis Clair, le fondateur de ce magazine à l'époque, avait dit « Si, bien évidemment, il y a des alternatives », d'où le titre « Alternatives économiques ». Et alors, moi, je m'intéresse à l'économie depuis longtemps parce que je trouve que c'est un prisme formidable pour comprendre la société. Qu'est-ce qu'on produit et comment on le produit, qu'est-ce qu'on consomme, à quoi on attache de la valeur, comment on travaille. Ça dit énormément de choses des rapports humains de l'époque, en fait. Mais en m'intéressant à l'économie, je m'intéresse pas trop aux gagnants, mais plutôt aux fractures, aux déséquilibres, aux inégalités. Pourquoi est-ce qu'il y a des inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud ? Pourquoi est-ce qu'il y a des inégalités entre les femmes et les hommes ? Pourquoi est-ce qu'il y a des inégalités fortes de rémunération ? Et donc analyser, comprendre ces phénomènes, c'est quelque chose qui m'anime et qui me semble important de continuer à porter dans le débat public. Et le livre de Thomas Piketty, c'est vraiment une brique importante dans cette veine-là. Et donc le traiter en bande dessinée, l'idée c'est de permettre une plus grande accessibilité à ces idées.
Là, je m'arrête sur l'une des représentations que Benjamin a mise en place, a mise au point. C'est un ouvrage d'économie et je crois que le premier camembert, alors je crois que c'est aux alentours de la page 141, ce qui est quand même un tour de force. C'était quelque chose, un défi que tu t'étais lancé, c'est-à-dire faire apparaître le premier camembert et le premier graphique tel qu'on l'imagine le plus loin possible dans le récit. Et comment tu as fait pour y échapper? Je visais le record de France, en fait. Et non, c'est pas du tout un truc conscient. Je m'en suis rendu compte à la fin, où vraiment, pour le coup, pour mettre en image ce type de propos-là, évidemment, moi, ma première impulsion, c'est de chercher des images qui soient dans lesquelles on puisse se retrouver, qui s'insèrent dans le fil narratif. Et ça me paraît un peu la solution de facilité d'aller chercher juste une représentation qu'on pourrait trouver dans un PowerPoint d'entreprise, en fait. Et il se trouve qu'à la fin, à un moment, j'avais plus de solution. Voilà, puis c'était la page, effectivement, 142. J'étais un peu à sec, quoi. Donc je me suis dit, après tout, petit camembert. C'est l'occasion de faire la blague en note de bas de page, et voilà, pourquoi pas. Mais de façon plus sérieuse, je pense qu'évidemment, s'il y a un intérêt à faire de la bande dessinée en économie, c'est pour éviter de retomber dans le même type de représentation que ce qu'on voit par ailleurs. Même si c'est très très efficace, évidemment, hein, les représentations graphiques de cet ordre-là. En bande dessinée, on a d'autres outils, quoi. On peut à la fois recréer des séquences, on peut à la fois, comme ici, jouer de la métaphore graphique, jouer utiliser un objet pour une notion. Là, il est beaucoup question de nourriture, c'est une réflexion qu'on s'est fait il n'y a pas très longtemps. Mais effectivement, là, c'est une baguette. Au début, on explique le fonctionnement des différents impôts avec des pommes. On s'en sert à la fin pour faire de la compote de pommes. Enfin, c'est un peu le week-end à la maison, quoi. Mais... et puis c'est aussi l'occasion de dessiner des économistes célèbres qui font de la gym. Et là, oui, c'est Keynes qui fait des petites roulades. On a aussi on a pas mal de personnages de fiction, mais de personnages réels donc on a croisé Thatcher, on a croisé Reagan. Vous l'ancrez dans une tradition documentaire aussi, cette bande dessinée, au-delà de la fiction et au-delà de la saga familiale qui est vraiment inventée. Vous jouez avec ces allers-retours entre fiction et documentaire. Toi, ça t'a demandé un gros boulot de documentation, le travail En fait, là où il y avait de la documentation, c'était plutôt lié à l'aspect historique du projet et du récit. Donc ça m'a demandé de l'intérêt pour être sûr de ne pas être largué dans le propos, de m'y retrouver, mais c'est plutôt logique en fait pour ce projet. Alors que non, la documentation après, en termes de costumes, en termes de décorum historique, on va dire, qui n'est pas vraiment ce que je préfère dans la bande dessinée, elle m'a demandé plus de temps et plus de travail, parce que c'était nécessaire de se retrouver chronologiquement. Voilà. Et j'avais envie que cette partie-là du job soit faite sans rentrer dans le détail de « Ah non, s'il y a 4 boutons à cette robe, on n'est pas en 1860, mais en 40. » Voilà, là, moi, je ne vais pas jusque-là. Personne n'est allé vérifier pour l'instant. Mais oui, c'était important pour nous de tisser vraiment la fiction et le documentaire. Et on a vraiment veillé à un équilibre. Et puis, pour la dimension historique et documentaire, on a veillé aussi à ce qu'il y ait des personnages, ou comme Caillot, par exemple, donc, qui est un ministre français au début du XXe siècle et qui a participé à l'intégration de l'impôt progressif en France. Là, j'ai retrouvé cette histoire complètement romanesque, pour le coup, hein, du directeur du Figaro qui se fait assassiner par la femme de Caillot. Il y a du fait divers dans l'économie aussi. et donc, on a vraiment... on a essayé de tisser à la fois du récit par la fiction ou ce type d'anecdote d'une certaine manière, et puis l'aspect plus pédagogique et analyse économique.
Et puis des fois, on se marre. Enfin, moi, en tout cas, il y a plusieurs moments où j'ai franchement ri, avec des anachronismes un peu. Alors, tout à l'heure, on voyait un plateau de risque, ce jeu de société qui raconte, il est question de conquérir le monde, et on se balade dans un univers culturel qui nous est familier, qui est extrêmement contemporain, à des époques où il n'était pas mis en place. Ça, on sent que tu as quand même pris du plaisir à le faire, malgré le caractère volumineux et monumental de la tâche. Ah bah oui, oui. Oui, oui, complètement. Mais c'est vrai que là, la case avec ce plateau de jeu, c'est vraiment du petit clin d'œil visuel, quoi. Mais c'est une façon de... C'est toujours un peu la même chose, en fait, avec quand même cette masse d'informations. C'est comme dans un discours très très long, il faut faire des pauses pour mettre une chanson, quoi. Sinon les gens ne suivent plus, et c'est normal. Donc les petites blagues, les petits clins d'œil, les petites... Et là, typiquement, on est au moment, donc on suit cette famille, on suit Germaine, qui est un des personnages de la famille, et là, abolition de l'esclavage, du coup, ils vont perdre pas mal d'argent, et Germaine a le seum, et moi, ça me fait, enfin, il y a vraiment ce côté de connivence avec les lecteurs qui rapproche et qui permet aussi de redescendre peut-être en concentration quand on vient de s'enquiller des notions comme l'ordolibéralisme ou des choses comme ça. Comment vous avez fait pour justement osciller entre faire en sorte qu'on ne soit pas tout le temps sur de l'explication ou pas tout le temps dans de l'anecdotique, parce qu'à un moment, j'imagine, donc c'est pas loin de 175 pages, à un moment, on doit perdre la vision d'ensemble. Comment vous vous en êtes sortis ? Bah, t'étais peut-être pas là le jour où on a étalé 80 impressions au sol dans le bureau pour avoir justement une vision sur combien de planches on était avec la famille, combien de planches on était dans une explication économique, pour avoir vraiment effectivement une vision d'ensemble. Et on a déplacé des planches, tu vois, pour être dans le meilleur équilibre possible, on espère en tout cas. Ouais, mais c'est un truc dont on parlait souvent, voire tout le temps en fait, de redouter de se retrouver dans un tunnel d'explication qui dure plus de 3-4 pages, parce qu'on était conscients tous les deux, pour l'avoir testé très vite, dès le début du livre, que ça ne fonctionnerait plus. Si on rentrait dans ce tunnel, on n'en sortait plus, quoi. Et donc effectivement, on a fait ça comme... on a gardé sur les pages finales le fait d'avoir des couleurs sur l'encadrement de pages, au contraire de cette grande règle de la bande dessinée qui veut que le bord des pages soit blanc. Et ça, c'était là dès le début, et c'était une façon de différencier les séquences. En fait, il y avait la première séquence était orange, la deuxième était verte, la troisième était rouge, et à la base, c'était pas censé jouer plus de rôle que justement de pouvoir étaler toutes les pages avant même qu'il y ait des dessins, pour pouvoir se dire ah bah cette séquence là elle a l'air un peu grosse, c'est trop de pages vertes, et on s'y perd avec ces dessins. Alors justement, je ne sais pas s'il est possible de rebasculer pour vous montrer un peu ce qui s'est passé dans les cerveaux de Benjamin et Claire. Je vais aller, tu as la gentillesse et l'humilité de nous partager tes documents de travail, Benjamin. Et voilà, un peu... Ah, zut, c'est allé trop vite. Mais quand tu parlais de ces couleurs qui permettaient de structurer, voilà. Alors là, c'est seulement quelques pages sur l'ensemble, mais on a les grandes thématiques, Arcachon, les révoltes, Germaine et abolition. Et on a... alors petit à petit, c'est ça qui était... des pages qui viennent prendre la place des pages blanches avec uniquement le texte qui est posé. Donc ça vous donne une idée de la méthode de travail pour s'attaquer à ce travail gigantesque. Puis avant, tu avais fait une synthèse, toi, Claire, tu n'es pas partie directement des 1200 pages pour arriver à ça. Ouais, effectivement, la première étape de mon travail, ça a été de me construire ma propre matière première. J'ai tout simplement
lu très attentivement, relu très attentivement le livre, et puis je l'ai résumé pour arriver à un peu à la substantifique moelle de l'ouvrage de Capital et idéologie. Et on a aussi pas mal de papillons et pas mal notamment pour expliquer le système des castes en Inde, où on a ce moment où tu utilises la couleur, la typo aussi. C'est des choses qui ne sont pas du tout anecdotiques et accessoires dans la manière dont tu travailles. Comment tu l'utilises, cette boîte à outils ? Je l'utilise, je ne sais pas comment répondre à cette question. J'essaie de reprendre le fil, les papillons, les couleurs, les castes. En fait, tout est prétexte et tout est outil à rendre visuel des choses qui sont dites par le texte. Voilà. Et, partant de là, je ne sais pas si tu l'as, cette page en question. Oui, je vais la retrouver. Qui nous permet... Mais ça, pour le coup, à ce moment-là, quand on parle... Quand Thomas Piketty, en tout cas, parle des castes et de leur fonctionnement, je ne sais pas pour toi, moi, quand je dessine ça, je me dis vraiment, on va essayer de faire très très attention, parce que c'est tellement facile, en fait, de se planter, de mal comprendre, de mal l'imager, et finalement, ça passe comme ça. Et donc là, l'intérêt, c'est vraiment simplifier autant que possible et vraiment rendre visuel, quoi. Il y a des moments où c'était compliqué de se figurer. Il y a des moments où la matière économique résistait à la capacité de synthèse du dessin, ou à chaque fois tu as trouvé des solutions. Est-ce que tu t'es arraché les cheveux en disant mais là c'est trop complexe pour être... En fait, j'ai l'impression qu'il y avait des solutions quand même. Et souvent les solutions, elles étaient très triviales, ça venait d'un mot. Un mot dans le texte qui avait été placé là parce qu'il sonnait bien, parce qu'il disait ce qu'il fallait. Et on l'a vu sur une des pages d'avant où c'est les acquis de la Révolution qui sont détricotés. Et où finalement, on détricote le bonnet phrygien. Enfin, tout est dans le texte, quoi. Comme avec la roue vertueuse de Keynes. Enfin, c'est des choses qui... je pense que pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles soient super logiques et articulées assez finement avec le texte. Et dans ces cas-là, souvent, c'est qu'elles sont dans le texte, quoi. Et donc, tout au long du récit, on suit cette saga familiale. Déjà, ça commence avec Jules qui va peut-être... il y a peut-être une histoire d'amour qui se trame. Alors, directement, dès les premières pages, on est un peu happé dans le récit. Mais finalement, donc, cette famille de rentiers et cette famille plutôt bien... on se rend compte qu'elle est très angoissée. Il y a plein de moments où la situation économique les tend un peu. C'était intéressant pour vous de regarder, d'être en empathie, en tout cas, de se demander comment pense une famille qui a du patrimoine, comment elle traverse les époques et les réformes. C'est un point de vue particulier. En fait, comme je disais, on est parti de ce personnage parce qu'il incarne un moment de l'histoire qui est particulièrement inégalitaire. Et ce qu'explique Piketty, c'est que si on laisse faire la situation actuelle des inégalités qui se creusent tous les jours, on risque de revenir à cette société-là. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai fait le choix de partir de ce moment-là, vraiment pour le souligner. Et puis après, bien évidemment, quand on a un patrimoine important et qu'on le voit réduit au fur et à mesure du contexte, cette famille traverse, comme toutes les familles françaises et européennes, les deux guerres mondiales. Ça a un impact matériel aussi sur leur vie. L'empathie normale veut qu'effectivement ils en sont chagrinés, mais en même temps on passe aussi un peu de temps avec une de leurs domestiques qui bien évidemment vit dans des conditions matérielles bien différentes, et puis on voit aussi arriver la classe moyenne avec le mari de Christine, donc de sa petite fille. Initialement, on avait eu l'idée d'avoir vraiment deux familles en parallèle. En gros, une riche, une pauvre. Et puis, on s'est rendu compte qu'on allait perdre les lecteurs et les lectrices parce qu'il y aurait vraiment trop de personnages. Déjà, là, il y a 8 générations.
Donc avec les rappels de l'arbre généalogique à chaque chapitre, comme ça on essaie de pas vous perdre, quoi. Mais ça nous a semblé plus... on s'est dit qu'il y aurait plus d'unité en ayant malgré tout une famille principale, en fait. Et donc on a une généalogie aussi chez les domestiques, parce que finalement on va avoir Marthe et puis sa fille. Donc on va suivre à 2 niveaux, mais tout en restant accroché à cette famille. On va se déplacer un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette famille, elle est moins... c'est difficile parce qu'il y a un suspense sur la... elle est... au fil des générations, il y a une forme de dilution du patrimoine et on perd un peu le statut de rentier de Jules et on arrive à une famille finalement comme une autre. Est-ce que c'est le signe que la lutte contre les inégalités a quand même un petit peu fonctionné? Est-ce que c'est une petite dose d'espoir que vous avez Ah oui, tout à fait. Pendant les 30 Glorieuses, les inégalités étaient plus réduites qu'au début du XXe siècle et qu'aujourd'hui. Donc c'est vraiment une incarnation à travers des personnages de fiction de faits économiques et sociaux. Et on termine avec une période extrêmement contemporaine et des questions qui sont des questions tout aussi contemporaines sur les inégalités, notamment les écarts de salaire hommes-femmes, qui viennent prolonger la discussion avec cette jeune femme dont vous parliez tout à l'heure, qui est Léa, et que vous avez essayé de faire la plus en phase avec son époque possible. On sent qu'il y a un vrai travail de construction des personnalités des personnages. Ça vient de qui et comment vous les avez je sais pas, c'est un travail de casting ou en tout cas d'affinement des personnalités, des caractères. Ouais. J'allais dire les personnages, c'est clair qu'il les a construits, qu'il les a amenés pour accompagner la progression du récit. Et à partir de cette généalogie qu'elle a proposée, on a discuté de la pertinence de telle personne en plus dans la fratrie ou du prénom de ce personnage de fin, de la copine de Léa, pour justement essayer de sortir petit à petit de l'apparition des personnages, sortir de cette ultra-dominance des personnages d'hommes, parce qu'en fait, ce qu'on connaît de toutes les premières générations passe assez principalement par les hommes, pas que, mais du coup, il y a une diversité petit à petit qui apparaît dans les personnages à mesure qu'on se rapproche d'aujourd'hui. Il y a un personnage qui est Marguerite, qui nous permet de voyager aussi, d'aller d'un continent à l'autre, de par sa fonction. Vous pouvez nous en dire plus sur ce personnage qui nous fait passer... Ouais, j'ai pas pu m'empêcher quand même de créer des femmes fortes à toute une série d'époques, même à des époques pour qui... ou pour les femmes, c'était particulièrement difficile. Je pense notamment au XIXe siècle, il y a quand même Germaine, qui à un moment se retrouve veuve et qui gère son patrimoine à un siècle où les femmes mariées étaient considérées comme mineures à vie. Mais là, voilà, j'ai tué son mari. Comme ça, ça lui a donné de l'indépendance. Et celle qui a géré le patrimoine. Puis après, on arrive à Jules. Marguerite, donc c'est une des filles de Jules, et là aussi, ça m'a amusé d'imaginer un personnage. Donc, elle est journaliste, elle est reporter, correspondante, elle voyage à travers le monde. Je vous cache pas que les personnages, on les a utilisés aussi. Ce sont des véhicules. Faut pas oublier qu'on avait plein de faits économiques et sociaux à transmettre. D'analyse à donner. Et Marguerite, c'était super parce qu'elle nous permettait de voyager aux États-Unis, de voyager en Inde et de comprendre plein de choses de ce qui s'était passé, de l'indépendance en Inde et comment est-ce qu'ils avaient, par exemple, lutté contre les castes, les fameux papillons, ou aux États-Unis avec la naissance de la révolution conservatrice avec Reagan notamment. Ensuite, pour revenir à ta question initiale, on a veillé à ce que les personnages
Oh, ça va. On a envie à ce que les personnages soient cohérents. Voilà, avec des techniques de dramaturgie un peu classiques, quoi. Et oui, parce que Claire Allais est aussi fondatrice de l'association Prenons la Une pour une meilleure représentation des femmes dans le journalisme et des femmes journalistes aussi. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu présenterais. Mais du coup, on a ces personnages qui nous permettent de traverser le temps et puis des personnages auxquels on peut... Oh non. C'est moche. Et puis on a des personnages qui sont beaucoup plus proches de nous, des personnages qui ont vécu mai 68. On a des repas de famille où ça tiraille et où... Ouais, mais c'est ça l'objectif. Hein. Des moments de conflictualité aussi qui sont mis en scène pour comprendre ce que ça fait à l'échelle des individus. Les tensions, on a notamment un gros conflit générationnel au moment de mai 68. On a Antoine qui croit perdre son fils parce que la cohésion familiale se fissure à mesure que les idées avancent. Et c'est dans le titre, c'est Capital et idéologie. Vous avez donné une place aux idées qui sont quand même hyper abstraites et difficiles à mettre en image. Vous arrivez à tricoter ça ? Le Capital et idéologie, c'est, comme je dis, c'est un livre d'économie, mais aussi un livre d'histoire, et c'est avant tout un livre d'histoire des idées et des idéologies. Et en fait, ce que Thomas Piketty a fait dans cet ouvrage, c'est qu'il a cherché à comprendre d'où venaient les inégalités et comment elles se reproduisaient au fil des périodes en fait de l'histoire. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il montre que finalement, dans toute société inégalitaire, que ce soit l'Ancien Régime, les sociétés esclavagistes, coloniales, ou ce qu'il appelle propriétaristes, c'est-à-dire où la propriété est reine, en fait, il y a des systèmes de justification des inégalités. C'est-à-dire quelles sont les inégalités que nous, en tant que société, on est prêt à un moment à accepter. Il dit par exemple qu'aujourd'hui, ce qu'on considère comme des inégalités justes, entre guillemets, c'est de considérer que tout ce qui vient de la Silicon Valley, c'est génial. Ça nous permet d'être dans une société connectée qui permet de partager plein d'informations. Et donc, les gens d'Apple, de Google, etc., c'est normal qu'ils fassent partie des gagnants et qu'ils aient de très bonnes rémunérations. Voilà. Par contre, on considère que les gens qui vendent des armes, non, ça n'est pas acceptable, ou les manias russes, ça n'est pas acceptable. Voilà, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est que une justification d'inégalité juste ou pas. Et donc, ce livre est une analyse de ces systèmes de justification qui ne sont autres que des idées politiques et donc des idéologies. Parmi ces systèmes de justification, il y a la méritocratie aussi, qui revient et qui nous permet d'aborder la question de l'éducation. Oui, qui est la méritocratie, qui est l'invention relativement récente de ce qu'on peut appeler les dominants pour installer en fait leur situation de dominant, de dire je suis en situation de gagnant, mais je le mérite parce que j'ai fait des bonnes études dans de bonnes universités, et puis en plus j'ai inventé une appli géniale qui permet à tout le monde d'avoir une vie meilleure. Et ces idées, comment elles prennent corps dans la bande dessinée ? Comment vous arrivez à aller sur ce terrain-là, le terrain des idées ?
elles prennent corps de différentes façons au fur et à mesure. En fait, pour parler de cet aspect justification des inégalités, il y a un des passages notamment où, je pense que c'est quand on est en Inde, ça prend presque la forme d'une petite liste avec des cases à cocher. Et ça montre les différentes époques. Il y a un âge civilisationnel, il y a un âge... en tout cas, en gros, les inégalités et le fait d'exploiter une partie du monde, à un moment de l'histoire, est justifié par le fait que oui, mais on leur apporte la civilisation. À d'autres moments, c'était oui, mais on leur apporte notre belle religion. Et à d'autres moments, c'était encore d'autres choses. Et c'est des logiques de justification qui sont tout à fait actuelles. Elles changent au fil du temps, mais c'est toujours la même logique et la même façon de construire. Et c'est aussi pour montrer ces récurrences et ces motifs qui reviennent, que ce livre est intéressant. Autant donc pour ces logiques que pour les mécanismes de résistance qui existent. Et j'ai fait un certain nombre de copier-coller d'un dessin avec la boîte de Pandore. Vous le verrez quand vous lirez le livre. À la 10e fois, vous vous direz il se fout un peu de la gueule du monde quand même. Mais en l'occurrence, la peur que changer un élément du système global fasse chuter la totalité du système, elle se retrouve à toutes les époques en fait. Cette panique-là de la boîte de Pandore, on l'a dès le départ avec Jules, donc notre rentier qui va lancer le récit et qui a peur que les règles changent en matière d'impôts. Il n'a pas peur forcément que la règle change maintenant, mais il a peur que ce soit le début de la fin pour lui, en fait. C'est vraiment ça l'idée de la boîte de Pandore, effectivement. C'est ce qu'on appelle l'argument pandorien. C'est-à-dire qu'on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça s'arrête. D'ailleurs, pour l'argument féministe, à ma gauche, on l'entend souvent. Non, mais ça commence à bien faire. Non, mais là, ça va un peu trop loin. Voilà. C'est exactement ça. C'est vraiment un argument pandorien. Et effectivement, le fait divers autour de Caillot, ça montre bien comment effectivement il peut y avoir des résistances super fortes. Donc là, en l'occurrence, je pense pas trop. Si, je vais trop spoiler si je raconte un petit peu. Ouais, on est au début du XXe siècle et il y a ce Joseph Caillot qui porte l'idée de mettre en place un impôt progressif qui est plus juste. Mais les personnes qui gagnent bien, qui ont un très bon patrimoine, dont Jules, et puis les gens de droite et qui lisent et qui écrivent Le Figaro sont bien évidemment vent debout contre cette idée. Ils sont contre l'idée même d'instaurer le principe, parce qu'on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Et alors, pour combattre cette idée, le journal Le Figaro lance une campagne contre Joseph Caillot hyper virulente. Tous les jours, il y a des articles contre lui. Et ils sont un peu à sec, jusqu'à ce que l'ex de Caillot entre en scène, va voir le directeur du Figaro et lui rapporte des lettres que Joseph Caillot avait écrites à son amante avant qu'il ne quitte son ex-femme pour son amante. Et la lettre est publiée, figurez-vous. Elle est signée Tongeau. Donc là, sa nouvelle femme, et elle se met à flipper, quoi. C'est là qu'elle décide de passer à l'acte et d'acheter un flingue. Et vous verrez comment ça se termine en lisant la bande dessinée. Mais tout ça pour dire qu'il y a même des morts quand il s'agit de faire un peu avancer les idées progressistes. Et donc on voit à quel point c'est stratégique et c'est un endroit qui fait peur en fait aux personnes qui ont à perdre. Et c'est intéressant du coup de se mettre du côté des personnes qui ont à perdre. Il y a aussi une villa, la villa d'Arcachon, qui est structurante dans le récit parce que c'est l'incarnation du patrimoine familial. Et en même temps, on est assez proche, finalement. Vous vouliez vous émanciper, ou en tout cas vous éloigner de l'image du banquier à gros cigares qui a l'air d'être immédiatement
qui est immédiatement identifié comme le dominant, comme et d'humaniser aussi ces personnes qui ont des histoires familiales, qui ont un attachement à leur patrimoine, parce que c'est plus qu'un patrimoine, il y a une valeur sentimentale. C'est quelque chose que vous avez cherché à faire ou c'est venu tout naturellement? C'est vrai que, contrairement à d'autres, on n'a pas été dans la caricature. Et du coup, je pense que c'est aussi un souci toujours de montrer que ces batailles d'idées et ces faits économiques qui souvent sont présentés avec des chiffres, ça touche la société et donc les personnes dans leur vie réelle, que ce soit les perdants comme les gagnants. Et là, on a une illustration du décile supérieur et du décile inférieur en quelques images, donc un peu la lutte des classes en une balade au marché. Ça correspond, le fait de faire des petites scénettes pour raconter, là on a le décile supérieur, ça correspond à ta méthode de travail et à la méthode de travail qui était la tienne quand tu travaillais sur des sujets économiques dans la revue dessinée aussi, de se dire comment ne jamais lâcher le récit en fait. C'est d'autant plus important sur ce type de séquence-là qu'on est au tout début du livre. Donc là, c'est vrai que les toutes premières pages, elles étaient là à la fois pour convaincre déjà les équipes du Seuil et Thomas Piketty lui-même de la pertinence de faire de la bande dessinée. Et aussi, pour nous, c'était un galop d'essai, en fait. C'était une façon de voir comment on peut tourner un récit comme ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce soin constant tout au long du livre de ne pas se tromper de niveau de lecture, en fait. Il y a tout un tas de notions qui, une fois qu'elles sont expliquées, comme là, sont évidemment pas du tout compliquées à comprendre. Mais par contre, si on mitraille de toute une terminologie économique et qu'on ne prend pas le temps de s'y arrêter, au bout d'un moment, la lecture ne se fait plus, je pense. Donc là, particulièrement parce que c'est le début, on vient à peine de rencontrer les personnages, donc tout est prétexte autant à faire avancer le récit et là où on présente cet ami de Jules, autant qu'on explique ce que c'est que les différents déciles de la société. Donc ça remplit un peu tous les rôles qu'il faut, quoi. Il s'adresse à qui, ce livre? Quand vous l'avez écrit, vous pensiez à qui? À vous. Il s'adresse aux gens qui, à mon avis, je tente une réponse, qui sont potentiellement intéressés par la lecture de Thomas Piketty, mais ne s'y lanceront pas parce que lire 1250 pages, ça se fait pas si facilement que ça. Je pense que ça s'adresse en partie à ces gens-là. À toutes celles et ceux qui ont envie de comprendre les ressorts des inégalités. Et puis aussi, comme je disais au début, effectivement, à toutes celles et ceux qui ont été intrigués par Capital et idéologie en essai, mais qui l'ont pas entamé, pas acheté, pas terminé. On a aussi dans ce bouquin pas mal de place. Enfin, en fait, la question est liée, mais c'est et comment, quelle réception vous attendez? Est-ce que vous pensez que une bande dessinée peut avoir un potentiel? Parce qu'il est quand même question d'abattre ou de faire évoluer un système profondément injuste et inégalitaire. Est-ce que vous comptez attiser la colère ou le sentiment de révolte? Est-ce que vous pensez que, comme Thibault l'a dessiné, des gens vont jeter des pavés qui sont des capitales et idéologies? Non, plus sérieusement, est-ce que il y a une envie de prise de conscience et derrière de transformation des perceptions du monde et peut-être de manière d'être au monde du lectorat? Quelles sont les ambitions derrière pour Alors, d'une part, je pense qu'effectivement, même si on a humanisé un rentier du début du XXe siècle, je ne pense pas que on ait une empathie démesurée quand même pour son destin patrimonial.
Et puis on termine au moment du Covid, du confinement, avec des personnages de la classe moyenne qui, je pense, ressemblent à beaucoup de lectrices et de lecteurs. Et puis surtout, l'ouvrage, il se termine avec des propositions. C'est-à-dire que ce qui est chouette, c'est qu'on laisse pas les lecteurs et les lectrices avec un sentiment un peu de déprime, quoi. Mais avec 6 grandes propositions pour dépasser ce que Thomas Piketty nomme l'hypercapitalisme. C'est des propositions qui sont vraiment concrètes, dont certaines sont en discussion là dans le débat public en ce moment. Et c'est quoi ? C'est 15 planches. Mais ça permet aussi, je pense, d'éclairer un petit peu des éléments du débat politique actuel qu'on entend tous les jours dans les médias. Je cherche les propositions, mais en fait, je suis sur la BD elle-même et non sur... Donc, elles sont très, très loin. Je pense par exemple à la taxation individuelle et progressive des émissions de CO2. C'est quelque chose qui est débattu en ce moment. Et ben, Thomas Piketty est un de ceux et celles qui portent cette proposition, et c'est traité en fin de la BD. Il y a aussi la question du financement des partis politiques. Oui, c'est un autre exemple, tout à fait. Pour comprendre qui décide de qui décide, en quelque Ouais. sorte. Donc là, j'ai quelques... Alors, c'est beaucoup plus qu'une planche par proposition, parce qu'à chaque fois, ça s'inscrit dans le récit et c'est porté par Léa, donc le personnage qu'on aura rencontré à la fin. Mais là, je vous en ai mis un extrait de ces propositions. Et c'est finalement le seul moment où Thomas Piketty apparaît vraiment et où vous mettez en scène, c'est au moment des propositions. Benjamin, toi, juste par rapport aux ouvrages que tu peux produire par ailleurs, qui sont parfois un peu dystopiques et un peu angoissants parce qu'ils mettent le doigt sur la crise climatique, enfin sur plein de choses, c'était important pour toi de finir aussi avec des propositions et avec quelque chose de peut-être un peu plus optimiste. Ah bah oui, je pense que c'est important. Puis c'est même ça peut parfois être une caricature, et je m'inclus dans cette chose-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à faire surtout des livres qui détaillent très très longuement les problèmes et qui ont 3 lignes de propositions à la fin. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu faire, pour le coup. Et on voulait que ces pages-là aient une vraie place et un fonctionnement narratif qui les mette vraiment assez clairement à part du reste. On n'est plus exactement dans le même récit qu'avant. Et ça nécessitait aussi, donc, pour le coup, l'apparition de Thomas Piketty réellement là où on se l'était un petit peu interdit au début. Et puis oui, il y a en fait, il y a, parmi les raisons qui font que c'est un livre qui est à l'origine est intéressant, c'est que, en fait, Thomas Piketty met pas mal le doigt sur le fait que c'est une question de choix politique. Voilà, le fait que des inégalités aussi importantes existent et continuent d'augmenter, c'est des choix politiques. Et pouvoir sortir de ce système-là ou atténuer ce système-là, c'est aussi des choix politiques. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a une réalité économique derrière, et que ces propositions puissent être portées par un économiste et chiffrées, ça leur donne du poids aussi. C'est de la politique, mais c'est pas que de la politique, c'est pas que de l'idéologie. Justement, ces idéologies viennent masquer le fait que ce sont des choix politiques, viennent un peu naturaliser, ou en tout cas donner l'impression, tu citais Margaret Thatcher tout à l'heure, que c'est comme ça, c'est une fatalité, c'est l'ordre des choses, c'est le bon sens. Et du coup, aller au-delà de l'idéologie, c'est quelque chose qui permet de montrer ces choix politiques. C'est quelque chose que vous aviez envie de faire aussi avec cet ouvrage ? Oui, complètement. C'est tout à fait ça finalement le sujet du livre, en fait. C'est de montrer que les inégalités, elles sont pas techniques, elles sont même pas économiques, mais elles sont politiques et idéologiques. Donc il s'agit de choix politiques, effectivement. Et que dans une démocratie, du coup, il nous revient aussi, citoyens, citoyennes, à prendre part à ces choix-là par le débat et bien évidemment par le vote.
Et ça rejoint le qui décide de qui décide, parce qu'on a cette proposition pour faire en sorte que ne donne pas aux partis politiques et aux candidats qu'en fait que les plus riches ne soient pas les principaux financeurs des campagnes politiques, et de réguler davantage les dons pour... en fait, c'est la question de comment réduire le pouvoir de ceux qui en ont beaucoup, de cette famille qui en a beaucoup tout au long de l'ouvrage. C'est une histoire de frottement et de résistance aussi à ces changements. Oui, complètement. Là, en l'occurrence, ce dont il s'agit, c'est que les partis politiques en France peuvent être soutenus par des dons individuels. Si vous voulez, vous pouvez donner de l'argent à un parti politique. C'est plafonné, bien évidemment, je crois à 7 500 €. Mais c'est comme quand on donne de l'argent à une association. Après, on reçoit un crédit d'impôt à hauteur de, je crois, 66%. Or, qui est en mesure de donner jusqu'à 7 500 € par an à un parti politique ? Bon, on se doute que ce ne sont pas les personnes qui sont au SMIC. Et donc, finalement, avec les impôts de tout le monde, on soutient les préférences politiques des riches, pour le dire vite. Et donc, il y a une proposition pour faire autrement, que chacun et chacune participe à hauteur d'un don de 5 € par an. Il le donne au parti politique de son choix. C'est comme ça que sont financés les partis politiques. Mais comme ça, en plus, ça fait que chacun est davantage acteur ou actrice de la vie politique. Et les choix, les préférences politiques sont mieux répartis. Là, c'est un ressort de la puissance des familles qui ont de l'argent. Il y en a d'autres. On voit toute une myriade de personnalités graviter autour des gestionnaires de fortune. Enfin, ça commence directement avec... et donc, finalement, des gens qui sont là pour faire en sorte que ceux qui ont le plus s'en sortent bien avec les règles telles qu'elles fonctionnent, voire sans être complotistes. Mais en tout cas... Merde, j'ai un col roulé. Qu'est-ce que je disais ? Oui, il y avait l'envie de visibiliser ces personnes. Rouages, en fait. Ouais, ces personnes au service. Ouais. Et on parle de démocratie politique, mais on parle aussi de démocratie économique. Parmi les propositions, il y a l'idée que les salariés puissent être davantage décideurs dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Parce que aujourd'hui, dans le capitalisme, l'idée de base, c'est que les entreprises, elles appartiennent aux personnes qui détiennent le capital. Et souvent, les personnes qui détiennent le capital, qu'on appelle les actionnaires, ce ne sont pas des personnes qui travaillent, qui produisent au sein de l'entreprise. Et l'idée qui est avancée dans les propositions, c'est de se rapprocher du modèle allemand et qu'il y ait davantage de représentants de salariés au système de décision, donc au conseil d'administration, même s'ils n'ont pas d'action. Et donc ça, c'est la démocratie, c'est pour davantage de démocratie économique. On voit la puissance, on voit aussi l'intérêt pour la chose publique des différents personnages, parce que finalement, leur intérêt est en jeu. Et c'est vraiment la petite histoire qui se mêle à la grande histoire en permanence, et notamment dans des moments où il est question d'abolir l'esclavage, où il est question d'aller à la source de la richesse, enfin, à certaines sources de la richesse, quoi. Ça fait 1 heure qu'on discute entre nous, mais peut-être que vous avez aussi des questions à poser à Benjamin et Claire sur cet ouvrage. Je peux faire passer un micro dans la salle. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Je fais partie des 1,2 million qui ont le livre et qui sont arrêtés à 50 pages. Donc on attend la BD impatiemment. Je voulais savoir comment l'universitaire Piketty a réagi. Je crois que Benjamin a mentionné très rapidement qu'à un moment donné, vous aviez besoin de son accord, bien évidemment. Mais je voudrais savoir comment il a réagi. Est-ce qu'il a donné
son accord, son aval sur l'adaptation, s'il a fait des remarques sur le graphisme, éventuellement? Alors, il n'a pas fait de remarques sur le graphisme. D'ailleurs, j'attends de ses nouvelles à ce propos. Mais non, il a été évidemment consulté, associé pendant tout le processus, tout en étant par un des auteurs de la bande dessinée. Donc il a validé un chemin de fer, il a validé l'orientation narrative, on va dire, le fait d'intégrer une famille de fiction qui permettent de porter le propos. Il a lu le livre une fois qu'il était terminé et il en a dit du bien. Voilà, mais brièvement. Il a félicité les auteurs. Voilà. Mais donc rien sur le graphisme. Pointe de frustration. Quelqu'un d'autre? Bonjour, bah justement, le graphisme. Le graphisme. Ouais, du croquis jusqu'à la planche, comment ça s'est passé? Bien. Et les techniques de travail, hein, tout ça. Ça s'est passé rapidement déjà. C'est un livre qui, de porte à porte, donc du début des esquisses à la fin des pages, donc pour ma partie du travail, voilà, ça a duré 1 an. Donc pour 150 pages, c'est pas beaucoup, en englobant toutes les étapes. Moi, depuis quelques années, je dessine avec une tablette, avec un iPad, ce qui me permet vraiment de gagner pas mal en efficacité et de faire toutes les étapes sur ce même support qui permet dès le début d'intégrer des textes qui sont lisibles par tout le monde. Enfin, ça enlève quand même pas mal de freins à la lecture, on va dire. Et puis ça permet de travailler de partout. Donc en l'occurrence là, pour ce type de délai-là, c'était vraiment très précieux d'avoir un peu la possibilité de travailler partout. Voilà, je ne sais pas si vous aviez une question plus précise sur la technique ou sur, mais du coup j'ai pas de petits. Il y a la recherche à travers l'iPad, ce qui devait déjà être le coup, j'imagine, dans la BD Soon. En partie, ouais. Ouais. Ouais, pour Soon, c'était la moitié du livre qui était fait avec une tablette. Et c'est vrai que petit à petit, ça prend beaucoup de place. J'aimerais bien que ce soit pas le cas tout le temps, parce que c'est une dépendance de plus, quoi, une dépendance numérique. Mais c'est vrai que ça résout quand même pas mal de questions, quoi. Donc grâce à la Silicon Valley, sur le coup. Oui, on est tous un peu dans des contradictions comme ça, effectivement. Mais oui, merci Apple. Et non, la revue dessinée ne sera pas rachetée par la maison. Même pas en rêve. D'autres questions? Après, il y a la question de la traduction, parce que c'est un ouvrage qui a quand même été traduit en 40 langues, le Capital et idéologie, le livre de Thomas Piketty. Qu'en est-il pour la bande dessinée? C'est en cours. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est une traduction en espagnol, en portugais au Brésil, en italien et en japonais. Hors frontières, la bande dessinée d'économie, ça a cette vertu de synthétiser, on l'a vu. Et en même temps, c'est du temps long. Combien de temps il vous a fallu pour travailler sur cet album au total, entre le top départ et le rendu des planches? Moi, j'ai commencé en septembre 2020. Et pour moi, le gros du travail, ça a été jusque, si je me souviens bien, en avril 2021, en fait. Et après, je crois que c'est là que tu as pris le relais, vraiment. Oui. Enfin, moi, j'ai commencé en septembre, en fait, vraiment. Les esquisses. Donc, ouais, voilà. Donc septembre la 21. première année, c'était surtout moi qui étais locomotive. Et la deuxième année, c'était Benjamin. Mais c'est ça, on s'est un peu passé le relais, quoi. Donc au final, c'est un projet qui a duré 2 ans. Un an chacun. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous avez l'impression parce que nous, à la revue dessinée, c'est ce qu'on fait
à chaque numéro de marier des dessinateurs et des journalistes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir poussé ce modèle sur une voilure beaucoup plus large, et est-ce qu'on tient dans la durée, parce que c'est autre chose de faire 175 pages à deux en binôme et d'en faire 30 pour les pages de la revue. Comment est-ce qu'il y a eu des désaccords? Est-ce qu'il y a eu des moments où et du débat ou sur la manière de faire les choses? Comment ça se passe au sein d'un binôme sur du temps long comme ça? L'équipe de profilage psychologique pour nous faire travailler ensemble a bien bossé, je pense. Non, parce que c'est sûr que c'est pas évident. On se connaissait pas du tout. On n'avait jamais bossé ensemble, mais on s'était jamais parlé en fait. Donc ça aurait pu ne pas être si simple que ça. Et en l'occurrence, on a beaucoup parlé. On n'était pas toujours d'accord, mais on avait le même but, qui était que le livre se fasse, soit lu. Et non, ça s'est très bien passé. Que dire? Ouais, moi je vous faisais complètement confiance pour créer le binôme. Vous êtes très fort pour ça à la revue, donc voilà. Et force est de constater que j'ai bien fait. Et en fait, on a même dans les moments où c'était, il y en avait un qui était en lead et l'autre qui attendait un peu de lire ce que faisait l'autre, quoi. On se tenait au courant au fur et à mesure de l'avancée de notre travail de nos travaux respectifs, en fait. Même, je crois, quand je faisais le résumé, je t'envoyais au fur et à mesure. Puis ça soutient psychologiquement, pour le coup. On se sent quand même un peu moins seul, parce qu'en réalité, finalement, quand chacun on travaille sur sa partie, soit l'écriture, soit le dessin, c'est quand même un travail assez solitaire. Et là, le fait, en réalité, d'être en binôme, finalement, quand ça se passe bien, c'est plutôt soutenant, moi, je trouve. On a eu des discussions, on a quand même débattu sur une virgule, mais au final, on a trouvé des bons compromis, je crois. Souvent, à la revue dessinée, on dit aux journalistes, bon, vous êtes les garants de la véracité des faits et du fait que les dessinateurs ne partent pas trop loin dans la création et l'invention, parce que quand même, on a une matière journalistique sérieuse, réelle. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été le garde-fou de Benjamin sur la véracité? Et est-ce que Benjamin, à l'inverse, tu as l'impression d'avoir été le garde-fou de la narration et du fait que ce soit une BD où on s'ennuie jamais? Je pense que c'est toujours un peu plus complexe que ça, quand même. Mais il y avait sans doute cette base, puisque juste par la façon dont chronologiquement le travail s'est fait, le fait est que la première matière première, j'allais dire, était fournie par Claire. Donc moi, en arrivant en deuxième rideau, j'ai souvent eu soit senti le besoin, soit eu la tentation, en tout cas, de fragmenter, de casser, de reformuler, quoi. Et je pense que quand elle voyait mes pages arriver, elle avait quand même cette tentation aussi parfois de dire mais cette chose-là, elle n'était pas organisée comme ça, donc pourquoi l'avoir changée, pourquoi? Mais non, enfin on était. J'ai l'impression que les rôles se partageaient pas mal, quoi, en tout cas. On a mis des gens de la Silicon Valley sur une intelligence artificielle pour le profilage psychologique. Ça, et c'était dans mon iPad. Ils n'y iPad. arriveront pas. Peut-être qu'on d'autres questions ont émergé dans la salle. Oui. Bonjour, quelles ont été les planches les plus difficiles à concevoir? Et est-ce qu'il y a eu des concepts économiques que vous avez renoncé de développer? Non, il n'y a pas d'impasse qui a été faite par rapport au livre. Non, Claire est restée vraiment fidèle sur vraiment le contenu. Comme ça, tu peux répondre peut-être là-dessus. Mais en tout cas, pour la question juste, est-ce qu'il y a des pages qui étaient plus compliquées à faire? Il y a certains passages qui, justement en termes de narration, d'équilibre entre la narration et l'explication économique, qui, pour Claire,
étaient bonnes, et pour moi, en les voyant, en arrivant dessus, n'étaient pas bonnes du tout. Voilà, ou en les mettant en image, je pouvais constater que ça fonctionnait pas, que c'était clairement trop chargé, trop. On avait, avant de les retravailler, un peu délaissé les personnages, délaissé tous les autres enjeux, et donc ça roulait pas. Et donc c'est des choses qu'on a pu rediscuter, et de façon plus personnelle, il y a des pages qui ont été très compliquées à faire pour moi, mais surtout parce que on a finalement réduit le délai par rapport à ce qui était prévu. Et moi, j'avais d'autres choses que je ne pouvais pas annuler. Et donc, il y a une partie des pages de ce livre que j'ai faite tout en étant en résidence dans un pays étranger, avec d'autres gens, en étant un peu en décalage horaire, en devant travailler le matin avant les moments de résidence, et où j'avais pas la tête du tout à aller dessiner des Anglais de 1850. Mais c'était comme ça, en fait. Il fallait avancer, il fallait que ça se fasse. Et puis après, je suis rentré chez moi, je retravaillais à mon bureau et ça allait mieux. Mais disons que après, ça, c'est la vie d'un livre, c'est normal, quoi. On n'est pas toujours... c'est la vie tout court. On n'est pas dans des conditions idéales pour travailler tous les jours. Voilà, ça, c'est plutôt logique. Mais pour le contenu, peut-être, Claire, tu voulais rajouter un truc. En fait, effectivement, Benjamin, il a un vrai talent pour savoir utiliser la métaphore visuelle. Et donc, avec le graphisme, mettre en dessin des explications pédagogiques de notions économiques. Moi, j'avais l'habitude, de par donc mon ancien métier de journaliste économique, d'expliquer l'économie. Et lui, il sait super bien utiliser la métaphore dessinée. Donc là, je suis en train de faire une super pub. Voilà, vous verrez, ça va être super. Mais par exemple, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le quantitative easing. Même le quantitative easing, on a tenu à l'expliquer. C'est la politique non conventionnelle de la Banque centrale européenne, qui a consisté à injecter plein d'argent dans l'économie au moment de la crise de 2008 et puis après pendant le Covid. Là, ils sont en train de freiner. Voilà, Benjamin, il a eu l'idée d'utiliser une bouteille d'assouplissant, par exemple, pour expliquer le quantitative easing. Et ça, c'était un casse-tête. Je ne vous le cache pas. Le quantitative... Déjà, c'est dur à prononcer, c'est un indice. Mais même la traduction, donc, qui veut dire assouplissement quantitatif, moi, ça m'amenait rien de nouveau en termes de plus, en tout cas en termes d'image. Et donc, c'est vraiment de l'ordre de la grosse astuce, quoi. Assouplissement, assouplissant. Voilà. Ah, il y a peut-être un truc pour mettre un nounours. Et de fait, ça illustre le principe. Je pense qu'on n'est pas à côté de la plaque. Donc, c'est une image. Parfois, on trouve une bonne image ou un personnage rigolo, mais ça n'a tellement aucun rapport qu'on ne peut pas l'utiliser. Enfin, on ne peut pas juste mettre un nounours, en fait, sinon ce serait trop simple. Mais effectivement, ça faisait partie des difficultés de tout ça, mais il n'y a pas de moment où on se soit dit non, tant pis, personne ne s'en rendra compte, on ne parle pas de ça. On l'enlève. Ou par exemple, il y a un sieur Lacoste pendant la Révolution française qui fait déjà la proposition de l'impôt progressiste. Et on a eu beaucoup de mal à avoir des infos sur cette personne qui est décidément restée dans l'ombre, mais qui ne l'est plus grâce à la bande dessinée. Et on n'avait même pas de portrait du bonhomme. Il a dit bon, c'est pas grave, on n'a qu'à lui faire une tête de crocodile. Je crois que j'ai sur Lacoste quelque part, mais peut-être que. Ouais, on a ces moments où on se dit waouh, fallait y penser. Est-ce qu'au final, vous avez l'impression d'avoir laissé beaucoup de choses de côté, des pans entiers de l'ouvrage de Thomas Piketty, ou est-ce que toutes les idées, ou presque, y sont Je pense que la colonne vertébrale du livre, elle est vraiment là. Ensuite, il a fallu faire des choix éditoriaux géographiques. Effectivement, on ne va pas en Chine, on ne va pas au Japon, on ne va pas au Brésil, alors que dans l'essai, il y a des chapitres ou des bouts-chapitres qui sont consacrés. Mais sur 150 planches, effectivement, on ne pouvait pas être exhaustif de ce point de vue-là. Non, puis pour le bilan carbone des idées, c'est pas mal. Ouais. On ne va pas trop loin. Pour la quantité de papier aussi utilisé. Vous étiez fixé une limite de planches dès le départ ? Oui, on avait dit 130, 150. Bon, ça fait 151. Voilà. Mais je pense que c'est aussi la façon dont ce projet-là a été pensé. Adapter Capital et Idéologie en bande dessinée et faire 1200 pages de bande dessinée, ça n'a aucun sens. Au-delà d'être
très compliqué, très long. Donc il fallait que ça reste un livre d'une ampleur comparable à ce qu'on peut lire quand on a envie de lire sans y passer sa vie, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qui vient de se dire là, ou même par rapport à la matière première, le livre de Thomas Piketty? Quand même, 2 ans de... T'as l'air fatigué. Personne... parce que là, vous avez l'opportunité d'avoir des gens qui ont lu pour vous Thomas Piketty. Donc, s'il y a des points qui vous inspirent, des questions, ou même sur la bande dessinée elle-même, ou des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit. Il faut laisser partir ces gens, Amélie, maintenant. Vous en faites pas. Non, alors du coup, j'en profite pour remercier le fabuleux de nous avoir gentiment fait porter des cols roulés et d'avoir animé cette conférence. On le retrouvera demain matin au même endroit, à la même heure, à 10h30, pour une autre conférence sur la guerre d'Algérie et comment on raconte en bande dessinée les derniers tabous de la guerre d'Algérie. Quant à Claire Allais et Benjamin Adam, vous allez les retrouver en librairie à partir du... C'est la revue dessinée. Et en librairie à partir du 15 novembre. Et on vous recommande, oui, vous avez compris, on vous recommande vivement cet ouvrage. Merci beaucoup à tous. Merci Amélie, merci Thibaut, merci à vous.